j'ai envie d'être vraiment guéri, établi, équilibré pour donner un maximum d'amour et pas faire un enfant pour faire un enfant. La plupart des gens qui sont hypersensibles sont soit de très grosses réussites parce qu'ils arrivent à l'optimiser, à s'en servir pour le business, ou alors de très gros ratés. Et je pense qu'il y a des égoïsmes sains. Typiquement, quand tu es dans un avion et qu'il y a une dépressurisation, le réflexe c'est de tout de suite mettre le masque à oxygène sur la tête de l'enfant. Mais la réalité c'est que si toi tu t'évanouis, après il se retrouve un peu comme un con tout seul à côté. Je peux être très mature dans des sujets de business et très immature. En amour, je suis très retardé. On ne réalise pas l'importance de sa partenaire ou de son partenaire et vraiment il faut y faire très attention. Je pense que quand tu détectes en fait que tu as une hypersensibilité ou ce genre de profil, mais il faut essayer de le comprendre pour mieux le maîtriser. Je prends même des traitements, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de réflexion là-dessus. Salut tout le monde, je lance officiellement mon podcast. Et pour ce premier épisode, je reçois un invité qui est un petit peu spécial, qui n'est d'autre que Anthony Bourbon. Parce que je suis convaincue que les gens qui accomplissent des choses énormes sont ceux qui ont une certitude sur la direction qu'ils prennent. Et c'est de cette direction-là que je veux que l'on traite aujourd'hui. Et donc cela va se faire sous 4 axes. Le pôle nord, sud, est et ouest. Le nord, c'est ce qui vous guide. Le sud, c'est de là où vous venez. L'Est, c'est ce que vous attendez encore, et l'Ouest, c'est ce que vous fuyez. Évidemment, les questions sont orientées autour de ces pôles, mais Anthony n'a pas le droit de choisir 2 fois de suite la même direction, ce qui va donc le pousser à devoir tourner et même avoir des questions qu'il n'aurait pas forcément aimé qu'on lui pose. Bon, c'est ma première, donc soyez un petit peu indulgents, mais j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire tous vos retours en commentaire, c'est avec plaisir que je vais les recevoir, et puis à liker et à vous abonner évidemment, parce que plein d'autres invités incroyables vont suivre. Bonne vidéo. Bonjour Anthony. Bonjour. Ravi de te recevoir. Merci pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. Alors du coup, pour le format, tu dois décider une direction, soit nord, sud, est ou ouest, mais tu n'as pas le droit de décider 2 fois de suite de la même direction. Ok. Et en fonction, ça va amener les différentes questions qui vont être orientées en fonction des pôles. Ok. Je choisis maintenant ? Ouais, tu choisis. Allez, nord. Si tu devais prendre une mesure politique, ce serait laquelle ? On commence direct dans le dur. Si je devais prendre une mesure politique, je pense que je supprimerais tous les politiciens. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le système tel qu'il est mis en place aujourd'hui, et on voit par exemple avec la dette qu'on va droit dans le mur et qu'il faudrait des gens qui soient des gestionnaires et pas des philosophes qui ont jamais travaillé. Donc j'ai de grandes peurs vis-à-vis de notre monde politique, et j'espère que le peuple reprendra le pouvoir dans les prochaines années, parce que pour le moment la dette n'a pas vocation à apporter des solutions, mais plutôt à nous permettre de survivre. On reprend 300 milliards cette année, alors qu'on a déjà 3300 milliards de dettes. Rien que les intérêts de la dette nous coûtent plus cher que ce qu'on dépense pour la défense ou l'éducation nationale, qui à mon sens devrait être une priorité, puisque moi-même j'ai fait l'école publique et je sais à quel point elle est dramatique, catastrophique, et à quel point j'étais en retard quand j'ai réalisé qu'avec mes autres copains qui avaient plus d'argent, je parlais à peine le français quand ils parlaient déjà 3 langues, ils avaient voyagé, ils avaient des professeurs privés. Donc l'éducation nationale, c'est une priorité qui, à mon avis, va être nécessaire dans les prochaines années. Et quoi, tu verrais quoi, un entrepreneur pour diriger le pays ? Ouais, j'aime bien l'idée de quelqu'un qui a déjà géré un budget, parce qu'en réalité, un pays, c'est ni plus ni moins une boîte. Quand tu vois que la France dépense 1700 milliards par an, alors qu'ils en rendent que 1500 de chiffre d'affaires quelque part, c'est-à-dire qu'il y a un trou de 200 milliards et ça choque personne, alors que dans une boîte, le CEO se serait fait virer depuis très longtemps. Aujourd'hui, on emprunte à plus de 3%, donc c'est comme l'Italie, comme la Grèce, enfin c'est dramatique. Et il y a tous les intellos de gauche qui vont nous expliquer qu'un pays peut pas tomber en faillite, mais moi je suis pas du tout d'accord. Puisqu'à un moment, si t'as plus d'investisseurs pour te prêter de l'argent, tu vas devoir mettre en place un plan d'austérité qui va être l'idée par le FMI, par l'Europe. Donc certes, la France va pas fermer les portes, mais c'est son peuple qui en pâtira, et les riches comme moi. Donc c'est ça qui est compliqué. J'ai le cul entre 2 chaises. Je comprends à la fois les pauvres, à la fois les riches, parce que pauvre, je l'étais il y a 15 ans. Riche, je le suis aujourd'hui. Mais ceux qui ont de l'argent, ils pourront partir. On est dans une nouvelle génération. Les gauchistes, encore une fois, intellectuels, nous diront que quand Mitterrand est passé, les riches ne sont pas partis. C'était une époque qui n'avait rien à voir. La richesse se faisait par le patrimoine, par l'immobilier. Aujourd'hui, la richesse, tu la détiens en crypto, en cash. Tu peux partir à Dubaï, ça te prend 3 semaines. Donc les riches, et d'ailleurs la plupart de mes amis qui ont de l'argent sont en train de le faire, se renseignent auprès des avocats, sont en train de partir, que ce soit à Dubaï, à Chypre, en Grèce, en Géorgie, en Italie, à Malte. Il y a beaucoup de pays qui tendent les bras à l'argent au lieu de le stigmatiser. Et malheureusement, ceux qui ont réussi en France sont nécessaires aujourd'hui, même si encore une fois, je comprends la frustration des pauvres, puisque moi aussi, je me disais, mais c'est injuste, je pourrais jamais y arriver, j'ai pas fait les grandes écoles, j'ai pas le réseau, mais à un moment, il faut qu'on arrive à rassembler plutôt qu'à
à dissoudre et c'est une mission qui va être compliquée, je pense, dans les prochaines années. Effectivement, sacré point de vue. Alors, donne-moi une autre direction. Notre direction, allez, d'où je viens alors, le sud. Le sud, le moment qui a été le plus dur que tu as eu à affronter. Quand j'étais à la rue, quand j'avais 17-18 ans, qu'avec mes parents ça se passait mal, ma mère avait divorcé, mon père était violent, m'a mis à la rue. Je me rendais pas compte en fait à l'époque que j'étais SDF parce que t'es jeune et le SDF c'est un peu l'image de quelqu'un qui a une bière et qui a son chien dans la rue, mais la réalité c'est que j'étais un coup à droite, un coup à gauche, j'avais pas de domicile fixe par définition et je pense que ça m'a laissé pas mal de traces mais aussi de l'énergie, donc je me plains pas de mon passé parce que je pense que si t'arrives à le surmonter, à l'utiliser comme une force, tu peux avoir une envie de vengeance, de revanche positive, mais c'est sûr que ça a aussi laissé des traces. Maintenant, chacun doit faire sa vie avec son passé, avec ses cicatrices, et essayer de les tourner positivement, ce que j'essaie de faire. Et si je peux renvoyer un petit peu l'ascenseur en motivant des jeunes qui eux aussi n'ont pas un parcours facile pour différentes raisons. Il y en a c'est la maladie, d'autres c'est une mauvaise famille, d'autres c'est pas d'argent. Et bien au final ça donne du sens à ce qu'on fait. Et les réseaux sociaux aujourd'hui sont un outil formidable. Et vous le savez aussi bien que moi chez Le Crayon, ça permet de toucher beaucoup de monde et parfois des mots qui peuvent paraître simples pour les intellos parisiens qui se la touchent dans les dîners, peuvent sauver des gens qui eux sont dans des circonstances plus compliquées, dans des régions où il y a pas beaucoup d'informations, où il y a pas de réseau et leur base d'infos c'est Instagram, c'est LinkedIn. Donc c'est aussi à nous de pas cracher sur le peuple et de lui donner de l'information de qualité pour qu'il puisse prendre ses propres décisions et aussi essayer de s'extraire de sa condition initiale. Choisis-moi un autre pôle. Ouest. Quel changement de société pourrait faire écrouler ce que tu as construit? Honnêtement, je pense qu'à part une guerre ou un cataclysme macroéconomique, je suis à peu près sécurisé. Plusieurs fois, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai tout reperdu quand j'étais jeune parce que je prenais beaucoup de risques. C'est un peu l'obligation quand tu viens d'en bas de tout miser. On te conseille souvent de pas avoir les œufs dans le même panier, qu'il faut être à la fois sur des actions, sur de l'immobilier, des obligations, du private equity. La réalité, c'est que si tu réagis comme ça, tu gagneras jamais d'argent puisque ça va te rapporter 5% par an. Et si tu as même 20 000 euros de côté, mais même 500 000 euros de côté, ça te ramènera des cacahuètes. Donc, tu es obligé de mettre dans des actifs très risqué, donc parfois ça m'a joué de mauvais tours, mais à force d'essayer, ça a fonctionné, notamment avec les startups. Il suffit d'avoir raison une fois pour réussir, et donc je conseille moi aux jeunes de prendre beaucoup de risques quand ils sont jeunes, et une fois qu'ils auront de l'argent, comme c'est le cas aujourd'hui, là se dérisquer en mettant dans un maximum de placements divers et variés, même si je reste très exposé startup et private equity parce que c'est mon travail. J'ai la chance d'avoir un family office aujourd'hui qui gère vraiment les assets un peu plus classiques et qui m'amuse moins, et eux leur travail, je leur dis tout le temps, c'est pas de me rendre riche, mais c'est que je reste riche, donc je veux pas qu'il y ait de grands dangers, je m'en fous d'avoir 15-20% de rendement, je veux 5-6% au global sur mon portefeuille, mais sans risque, et moi je m'occupe de faire rentrer beaucoup de cash avec mes sociétés. Et du coup, la crypto, toi, tu recommandes comme asset d'investissement? La crypto, moi, j'ai loupé le coche. J'ai pas été bon là-dessus. On peut pas tout réussir. J'ai essayé un peu tard. J'en avais. J'ai tout revendu quand c'est retombé. J'ai vraiment fait le fragile. Donc j'en ai maintenant via mon family office, mais plutôt un peu comme un ETF, quoi. Hein. Je prends des bitcoins et puis j'attends, mais vraiment pas quelque chose de représentatif dans mon patrimoine. Je pense que pour les jeunes, c'est une bonne possibilité de gagner de l'argent, mais j'aurais tendance à rester quand même sur les grosses valeurs connues. Pas jouer les traders sur les altcoins ou les shitcoins parce que à part si t'es vraiment un insider, que t'as les bonnes infos, que t'es dans cet écosystème, ça devient du gambling et par expérience, jouer au casino ça fonctionne pas, tu vas peut-être gagner 2-3 fois, mais à la fin c'est toujours le casino qui gagne sur le long terme. Donc la crypto ouais c'est quelque chose qui est intéressant. Moi j'adore les nouvelles technologies et je pense que pour la jeunesse c'est une chance incroyable. C'est des ruptures de mouvements qui sont fortes comme l'intelligence artificielle et quand on est jeune, on a un petit coup d'avance pour une fois versus les anciens et autant l'utiliser puisque quelqu'un qui a 55 ans, alors il y a des contre-exemples, mais il va quand même avoir plus de mal à comprendre et utiliser l'intelligence artificielle,
versus un jeune qui a 20 ans et qui va se bouffer des formations de 5 ou 10 heures par jour pendant 2 mois. Il aura vraiment ce petit coup d'avance et l'ancien va continuer à rédiger ses mails et à corriger ses fautes manuellement, quand l'autre va dicter à l'IA, voilà, fais-moi un mail qui veut dire ça, et il aura gagné du temps. Donc c'est un peu ce qui peut sauver la jeunesse, je pense, et je vois vraiment deux jeunesses différentes. Je vois la jeunesse qui n'a plus d'espoir et qui va tomber un peu en désuétude parce qu'elle va faire que se plaindre, elle va aller dans la rue, elle va dire que c'est compliqué, que c'est injuste, qu'on peut pas réussir. Et puis il y a l'autre jeunesse qui me rassure et qui me fait plaisir. C'est la jeunesse qui essaie plein de choses, qui voyage, qui est mobile et qui se forme très tôt. On investit beaucoup aux États-Unis avec Blast et on voit des jeunes à 16-17 ans qui sont ultra calés, bien meilleurs que moi sur plein de sujets. Et je me dis, ok, on n'a plus cette obligation d'aller à l'école jusqu'à 25-26 ans pour réussir. Il y a des jeunes qui ont compris que c'était un peu bullshit et qu'au final, tu payais pour te former. D'ailleurs, tout le monde critique les formations. Les gens disent les formations, c'est des escroqueries et compagnie. Mais les écoles de commerce, c'est ni plus ni moins des formations. Hein. C'est des formations que tu vas payer 10 000 euros par an. C'est juste que ça a été validé par l'État. Hein. Mais concrètement, c'est la même chose. Et tous ceux qui ont fait des écoles de commerce te le diront, ça te crée du réseau et compagnie. Mais si tu avais travaillé chez toi le week-end, la qualité intrinsèque des cours, t'aurais pu l'avoir gratuitement. Donc j'aime aussi voir que cette jeunesse, ça se bouge, qu'elle est motivée, qu'elle est mobile. Et j'espère qu'elle réussira à combler le gap qu'il y a avec les anciennes générations. Ça, c'est sûr. Un autre pôle. Pôle, l'Est alors. De quoi est née ton entreprise? D'un manque, d'une intuition, d'un ras-le-bol? C'était quoi le drive à la base? Il y a eu plusieurs planètes qui se sont alignées et j'aime bien voir que des entrepreneurs font une boîte qui s'impose quasiment à eux ou en tout cas qui est très légitime. Et les boîtes qui fonctionnent dans lesquelles j'ai investi, c'est toujours le cas. C'est un fondateur, une fondatrice qui est expérimenté dans son domaine, donc qui est légitime, crédible, qui le fait initialement par passion et petit à petit ça déroule sur un business qui répond à un besoin. Et moi c'était le cas pendant que j'avais feed et que j'avais vendu des parts à Pepsi et d'autres fonds d'investissement. Je devais réinvestir parce que j'avais un remploi fiscal, donc c'est-à-dire que j'avais 2 ans pour réinvestir la moitié de ma plus-value pour pas payer d'impôts. Et donc j'ai dû investir en plein de startups très vite. Et j'ai réalisé que c'était compliqué, que pour avoir accès au deal flow et donc au dossier de qualité, il fallait être très connecté, il fallait se positionner vite. Et donc je créais des clubs deals autour de moi avec des footballeurs, des personnes qui avaient de l'argent, et on pouvait injecter comme ça entre 500 000 et 1 million dans des projets. Et donc dès que les fondateurs venaient me parler, je leur disais ok, je te propose ça à 3 millions de valo, oui, non, et on arrivait à faire un deal très rapidement. Et plus j'ai eu de la visibilité avec les réseaux sociaux et qui veut être mon associé, plus je recevais des messages de personnes qui me disaient j'adorerais investir avec toi, est-ce que tu peux me faire rentrer dans tes tours? Et je lui disais ok, tu veux investir combien? Il me disait 1 000 euros. J'ai dit oui, 1 000 euros je peux pas parce que ça va faire une cap table à rallonge pour l'entrepreneur et il veut pas avoir 500 personnes dans sa cap table à faire signer à chaque fois qu'il a un PV d'assemblée générale. Et donc on en a parlé avec Samuel et ça revenait très souvent et on s'est dit mais ce serait trop cool de pouvoir mettre tout le monde dans un SPV, faire un club deal, l'automatiser de manière à ce que, en plus d'avoir de l'argent, les fondateurs et fondatrices puissent avoir l'expertise et le soutien du retail. Ce qu'on appelle le retail, c'est des gens comme nous, tout à chacun, les particuliers, qui vont investir dans les projets. On a commencé à le faire en pensant Web3, parce que c'était le gros boom du Web3. On a réalisé que c'était compliqué, que les gens n'étaient pas encore vraiment adaptés à ce type de technologie. Même ouvrir un MetaMask, il y a beaucoup de gens qui savent pas le faire. Et donc du coup, on s'est dit, bon, viens, on commence Web2, et ça a cartonné. On a mis en place ce système de membership qui était assez novateur, puisque tout le monde se disait, faut que ce soit gratuit pour que les gens aient envie d'investir. Mais du coup, ils se faisaient piéger parce que les gens payaient pas pour y aller, mais on savait pas s'ils allaient vraiment investir, et donc les levées de fonds étaient toujours foireuses, et les clubs d'investissement n'arrivaient pas à trouver le bon montant. Nous, comme on faisait payer les gens, on savait pertinemment combien ils allaient investir, parce que c'était filtré et sérieux. Quand tu as payé ton adhésion entre 1 000 à 10 000 euros, bon ben forcément, quand tu l'as, tu veux payer et investir, et tu veux participer. Et ça nous a permis vraiment de créer une communauté de plus de 10 000 membres aujourd'hui. Et on a déployé plus de 200 millions d'euros depuis le début. Donc c'est assez impressionnant. On est les plus gros investisseurs en early stage en France. Et pourtant, on a été très décriés, très critiqués parce qu'on est venu bousculer les institutionnels, bousculer les fonds d'investissement classiques qui eux aussi avaient essayé de faire du retail plusieurs fois avec différentes plateformes ou différents clubs, mais ils n'avaient pas réussi parce qu'il leur manquait une marque et la marque est très importante. T'as pas envie, par exemple, en tant que particulier, de faire partie du club, je sais pas moi, du Crédit Mutuel de Jonzac. Tu vois, t'en as rien à foutre parce que ça te parle pas, il y a pas de vision.
Alors que nous, la vision qu'on porte, elle est assez simple, c'est que tout le monde doit pouvoir réussir, tout le monde doit pouvoir investir dans les meilleures startups, pas seulement les héritiers ou ceux qui sont à Paris dans les bons réseaux. Quand tu commences à payer 1 500 € d'adhésion jusqu'à 10 000 € pour participer et être membre, c'est que tu veux vraiment investir et t'es pas là juste pour faire de la figuration. Et c'est ce qui fait la puissance de cette réussite. Et on est vraiment content parce qu'on n'a jamais eu besoin de lever des fonds. Donc tu vois, à l'inverse des startups classiques, on va dire, on n'a jamais levé d'argent. On a fait des opérations de cession de capital, ce qui nous valorise à 250 millions d'euros aujourd'hui. Et dès la 3e année, on fait plus de 20 millions d'EBITDA. Et j'ai pas à souvenir en fait à Paris d'une start-up qui fait ces chiffres. Et pourtant, tu vois, on a été insulté, critiqué, humilié quasiment par l'écosystème qui lui-même valorise des start-up qui font 5 millions de CA à plusieurs milliards parfois, juste parce que les politiques ont demandé des licornes dans le pays et les VC qui comprennent rien et qui la plupart du temps n'ont jamais fait de business dans leur vie sont prêts à donner 200 millions à des boîtes alors qu'ils comprennent même pas le business model. J'ai plein d'exemples en tête et je vais pas en citer pour nuire à qui que ce soit, mais quand tu connais les dossiers et que tu parles aux entrepreneurs qui ont levé les 200 millions, tu rigoles quoi. Enfin, c'est vraiment un sketch la plupart du temps. Un autre pôle. Mais là, j'ai fait les 4 là. Bah oui. Je peux les reprendre plusieurs fois. Tu reprends ce que tu veux dans le sens que Allez, tu veux. vas-y, Nord alors, Nord. J'ai été sûre que t'allais te tourner Nord. L'innovation qui t'excite le plus. L'innovation qui m'excite, c'est Y Combinator. Forcément, toi, tu connais parce que tu es dans l'écosystème startup. C'est le meilleur incubateur du monde. C'est une machine à licorne. Et aujourd'hui, les membres Blast peuvent investir à mes côtés dans les dossiers de YC. Et là, pour nous, c'est un peu l'apothéose parce que la promesse depuis le début, c'est ouvrir les meilleurs dossiers aux particuliers. Et YC, c'est considéré comme le top du top. Il y a 10 000 startups qui postulent chaque trimestre. Il y en a que 100 qui sont sélectionnés. C'est plus sélectif qu'Harvard. C'est vraiment 6% de leurs boîtes qui deviennent des licornes, donc 6% qui ont des valorisations supérieures à 1 milliard. T'as 12% de ces 6% qui sont des décacornes, donc 10 milliards de valorisation. Le multiple moyen, même pas moyen, le multiple médian dans l'investisseur qui a mis au moins dans 8 startups différentes, dans 4 batchs successifs, c'est x 10,5. T'as des performances qui sont exceptionnelles. T'as du Airbnb d'ailleurs, parce qu'ils ont fait Airbnb, ils ont fait Stripe, ils ont fait Twitch, ils ont fait Reddit, ils ont fait Coinbase, ils ont fait vraiment un paquet de succès. Celui qui avait mis chez Airbnb quand ils étaient chez YC, il a fait x 31 000. C'est-à-dire que si tu avais mis 1 000 € chez Airbnb, 12 ans après, tu récupérais 31 millions. Donc 1 000 €, 31 millions. Et c'est exactement ce qui m'excite avec les startups, c'est qu'au-delà que ce soit excitant intellectuellement parce que tu touches à plein de verticales et que tu apportes ton argent dans quelque chose qui peut vraiment améliorer la vie de plein de personnes, il y a aussi un potentiel de gain qui est colossal. Et moi, typiquement, c'est pour ça que j'aime pas l'immobilier, même s'il faut en faire un peu et que quand tu auras de l'argent, ça te diversifiera, c'est trop lent. Tu vois, l'immobilier, faut faire du levier, c'est compliqué à gérer. En France, c'est une galère, tu sais que tu vas te faire imposer et que un gouvernement va changer, qu'ils vont te mettre 2% d'un coup d'ISF ou d'IFI sans raison. C'est vraiment pas quelque chose qui me fait kiffer, alors que les startups, ça peut exploser et ouvrir les portes de Y Combinator, qui est vraiment l'institution suprême aux membres de Blast. C'est une satisfaction et la validation d'un modèle, surtout qui, pourtant, encore une fois, a été très critiqué en France, mais soutenu aux États-Unis. Et on est très content de voir que les fondateurs de toutes les startups de YC sont très chauds et prêts à ouvrir les portes à nos membres. Tu recommandes pas du tout l'investissement en bourse, par exemple? Si, je pense qu'il faut en faire. Et que, encore une fois, t'as pas besoin de faire du picking toi-même. Faut prendre des ETF. Tu prends ETF Monde, ça suffit largement. Mais malgré tout, c'est pas ça qui va te rendre riche. Sur 20-30 ans, tu perdras pas d'argent, a priori. En tout cas, dans le passé, historiquement, personne n'a jamais perdu s'il a été patient. Donc, j'ai de la bourse, j'en fais. Mais c'est pas quelque chose qui m'excite et j'y mettrai jamais plus de 5 ou 10% de mon argent. Parce qu'en réalité, c'est des boîtes qui ont déjà très bien réussi, qui ont pas besoin de moi. J'existe à peine à leurs yeux en tant qu'actionnaire. Je suis une goutte d'eau dans l'océan. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Alors que les startups, tu les prends, elles ont 5 ou 10 employés au début et elles peuvent changer des vies. Tu vois, il y a quelques boîtes qui me viennent en tête qu'on a financées avec Blast. Latitude, ils envoient des fusées dans l'espace. Ils essaient de devenir le SpaceX français pour qu'on ait aussi notre réseau national et qu'on soit pas dépendant des Américains ou des Chinois. Je pense à Ziwig qui a changé la vie des femmes puisque c'est les seuls qui ont réussi à détecter l'endométriose grâce à un test salivaire et de l'intelligence artificielle. Là, tu dis j'investis mon argent dans quelque chose qui apporte des solutions. Et on parlait de l'éducation tout à l'heure, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a investi dans une boîte chez YC qui s'appelle YouLearn. C'est pour les jeunes étudiants qui n'ont pas les moyens d'avoir des profs privés.
tu uploads tes cours, on va dire de manière brute dans la plateforme. C'est une plateforme d'IA. Ça te fait automatiquement des questionnaires automatisés. Ça va te faire des fiches de révision qui sont simplifiées pour que tu comprennes bien. Et surtout, ça te met un professeur virtuel qui va t'expliquer ta leçon. Tu peux parler avec lui. Donc typiquement, tu fais ton exercice, tu dis attends, je comprends pas la question B, quelle est l'hypoténuse de machin. Et lui va dire alors voilà, quand on te demande l'hypoténuse, il faut en fait. Et t'imagines pour la personne qui a pas d'argent, qui vit dans une maison de merde où les parents sont un peu teubés et ils comprennent rien, ils essaient de pousser leurs enfants parce qu'ils savent que c'est bien, mais il sait pas compter, il sait pas ce que c'est que Pythagore. Bon ben c'est quand même cool d'avoir une IA un peu comme ChatGPT mais en mieux tourné qui va t'aider. Et je pense sincèrement que c'est la technologie qui permettra aux humains et surtout aux pauvres de pouvoir s'en sortir. Et les gens qui sont pas capables de comprendre que la rupture technologique qui est en train de se passer va bouleverser l'écosystème global seront en retard et ne pourront jamais rattraper le train. Un autre pôle. Nord encore. Quel est le conseil que tu n'as jamais donné mais que tu suis toi-même très souvent? Ouais, il est pas mal. Je réfléchissais, c'était dur parce qu'en fait, comme je raconte tout sur les réseaux, je dis qu'est-ce que j'ai jamais dit. Non, il y en a un que je trouve très intéressant et j'en parle rarement parce que jusqu'à présent, je montrais jamais si j'avais une copine, ma vie. J'ai vraiment fait un changement de réseaux sociaux et les gens me disent ah mais tu vois, c'est pour te la péter, tu veux montrer la maison, les voitures, les trucs. En fait non, c'est que pendant longtemps j'ai expliqué qu'il fallait vivre de manière très minimaliste pour pouvoir travailler dur et je le maintiens. Quand tu es au début de ta formation, au début de ta création de valeur, tu restes dans un petit appartement et tu bosses comme un chien et c'est ce que j'ai fait et je montrais mon appartement de 30 mètres carrés au début et à ce moment-là tout le monde disait ah c'est un mytho, s'il était vraiment millionnaire comme ils disent. Comme il le dit, il vivrait dans une grande maison, donc les gens me critiquaient. Après, j'ai voulu montrer la maison aussi pour inspirer les jeunes et dire regardez, c'est factuel, c'est possible, c'est pas des conneries, vous pouvez y arriver. Et pareil pour ma copine, pendant longtemps, j'ai jamais montré mes relations par discrétion parce que je suis pas un mec des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je les ai créés après le Covid parce que j'ai vu que pour certains entrepreneurs, ça marchait. J'avais pas de réseaux sociaux jusqu'à 30 ans ou 35 ans. Enfin, tu vois, je suis vraiment arrivé tard. Et là, depuis que j'ai ma copine, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur est-ce que c'est bien de la mettre en avant, quelle est la part de la relation dans une réussite. Et je pense sincèrement que le conseil que je donne à tout le monde, que ce soit homme ou femme, évidemment, ça marche dans les deux sens, c'est de bien choisir la personne avec laquelle vous allez vivre. C'est quasiment le choix le plus important de votre vie, parce qu'une relation qui t'apporte du positif, avec laquelle tu te sens bien, qui te pousse vers le haut, qui te permet de grandir, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Si tu es dans une relation, on va dire, pathogène, où il y a de l'énervement, du conflit, de la perte d'énergie, où les deux ne vont pas dans le même sens, il est extrêmement compliqué de réussir. Et donc on ne réalise pas l'importance de sa partenaire ou de son partenaire. Et vraiment, il faut y faire très attention, ne faire aucun compromis sur ses valeurs. Et si vous n'êtes pas parfaitement aligné avec la personne, à la fois sur les objectifs, sur le lifestyle, il faut absolument en parler, essayer de trouver des solutions ou changer de partenaire. Et au moment où vous serez avec quelqu'un qui est vraiment aligné dans votre vision, la différence, et moi je l'ai vu avec différentes relations, est vraiment incroyable et te permet de travailler et de travailler aussi pour de bonnes raisons, mais aussi de savoir couper de temps en temps pour pouvoir continuer sur le long terme parce que on rappelle que l'entrepreneuriat, c'est infinite game, donc il n'y a pas de coup de sifflet final. C'est pas comme un match de foot ou un match de basket. Donc l'objectif, c'est que même après votre mort, votre business perpétue et que vos enfants, si vous en avez, puissent le reprendre. Donc il faut être patient. C'est un marathon avec des accélérations parfois, mais vous devez être bien entouré. Ça marche pour le copain, la copine, mais aussi pour vos très proches, vos amis, vos soutiens. Est-ce que tu veux des enfants? Toujours pas. Pour le moment, je suis très focus. Aucune femme ne te fera changer d'avis là-dessus. Peut-être, mais je pense que ça doit venir de moi, surtout, l'envie. Et j'ai encore trop d'égoïsme en moi et trop d'envie de me faire plaisir et de réussir pour donner assez d'amour. En fait, je veux absolument fuir le cycle que font la plupart des gens qui ont souffert. Tu vois, malheureusement, c'est souvent des personnes qui ont été violées qui vont violer, des personnes qui ont une mauvaise enfance qui vont faire une mauvaise enfance à leurs enfants. Et moi, comme j'ai une enfance très compliquée, même si j'ai pas l'impression que je reproduirai ce que fait mon père puisque je suis différent, en tout cas j'essaie à tout point de vue de l'être, j'ai envie d'être vraiment guéri, établi, équilibré
pour donner un maximum d'amour et pas faire un enfant pour faire un enfant et qu'il soit malheureux. Je sais à quel point l'impact de mauvais parents peut gâcher ta vie ou en tout cas te laisser des séquelles très graves. Donc je le ferai quand je serai dans un bon mood, quand j'aurai atteint mes objectifs personnels. J'ai beaucoup travaillé, je commence à kiffer un petit peu, à m'autoriser de relâcher de temps en temps la pression, mais je dois, comme tu le sais, aller chercher le milliard avant 40 ans. Il me reste 3 ans, c'est intense, c'est pas fait, mais c'est toujours possible. Avec Blast, tout va très vite. Et une fois que j'aurai atteint ces objectifs, que je serai peut-être un peu plus serein, on verra si c'est quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Parce que tu penses que ça va te rendre fondamentalement plus heureux d'avoir un milliard? Non, pas du tout. C'est juste pour le jeu. J'adore gagner. Et en fait, il se trouve que pendant un podcast ou un interview, je sais plus, filmé, je l'avais dit, mais c'était un peu, tu vois, un truc que je trouvais rigolo à dire. Et en fait, comme je fais toujours ce que je dis, et je dis toujours ce que je fais, je me suis dit bon bah il faut tenir ce pari et je trouvais ça assez fou de se dire que c'était quand j'avais 28 ou 29 ans, j'annonçais que 10 ans après j'allais être milliardaire, j'ai pas souvenir que quelqu'un ait pris un tel risque et comme je sais que tout le monde me critique dans l'écosystème, si je loupe, je vais me faire incendier en disant tu vois, c'est un mytho, il a même pas réussi. Donc je me suis obligé en fait à le dire pour pouvoir y arriver et c'est surtout un message d'espoir pour la jeunesse parce que si je le fais, c'est-à-dire que d'autres peuvent le faire. Moi, mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. J'ai pas de skills particuliers où tu te dis ah oui, mais c'est facile pour lui, il a 192 de QI. Je suis quelqu'un de normal, juste très déterminé. Et moi, c'est ce qui me manquait quand j'étais jeune, c'était quelqu'un en qui je pouvais me reconnaître, une sorte de miroir, qui avait lui aussi un parcours un peu balbutiant, on va dire, et ça m'aurait aidé à m'extraire de ma condition, plutôt qu'à créer seulement mon propre destin en me disant bon, je vais essayer de faire ça sans savoir si c'est possible. Et aujourd'hui, quand dans la rue, je me fais arrêter par des jeunes qui sont en difficulté, qui me disent mais grâce à toi, je lâche pas, je continue à y croire, parce que même si mes professeurs me disent que je dois faire un CAP, moi, ma passion, c'est ça et je me dis ok, ça a sauvé quelques personnes, ça a de l'impact et donc c'est un peu comme si tu jettes un caillou dans un étang, tu vois, l'onde de choc va se propager et puis de nouvelles personnes pourront à leur tour inspirer la jeunesse. Je suis sûre que tu changeras d'avis et que tu auras des enfants. Tu seras peut-être même un très bon père. J'espère. Si j'en fais un, je serai un bon père parce que c'est que j'aurais vraiment tout prévu à l'avance. Mais je t'enverrai un mail. C'est marrant parce que tu montres beaucoup sur les réseaux que t'es quelqu'un de très direct, très déterminé, mais t'es aussi quelqu'un qui est hyper sensible et hyper émotionnel. Et je suis sûre que justement tu seras un excellent père en fait. J'espère, mais mon père était aussi très sensible et émotionnel, mais il savait pas gérer cette sensibilité. Et vraiment, moi, je le sais parce que je travaille avec des psychiatres et je veux pas tomber dans le cliché comme dans les années 80, tu sais, de l'alpha macho qui disait moi, j'ai pas besoin de psychiatre, j'ai pas besoin de médecin parce que c'était mal vu à l'époque et mon père refusait de voir des médecins. Moi, j'aime beaucoup travailler, essayer de comprendre et je pense que quand tu détectes en fait que tu as une hypersensibilité ou ce genre de profil, mais il faut essayer de le comprendre pour mieux le maîtriser. Je prends même des traitements, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de réflexion là-dessus, mais je veux être sûr d'avoir parfaitement guéri le sujet parce que l'hypersensibilité peut aussi te faire des mauvais choix et c'est un peu comme certaines personnes qui ont un très grand QI, au final ça les dessert parce qu'elles savent pas le gérer et donc quelque chose qui pourrait être une chance devient un poids et cette sensibilité quand elle est mal gérée, elle peut aussi te faire surréagir et la plupart des gens qui sont hypersensibles sont soit de très grosses réussites parce qu'ils arrivent à l'optimiser, à s'en servir pour le business, ou alors de très gros ratés, tombent dans l'alcool, ils sont souvent très dépendants aux addictions, à l'intensité, à l'adrénaline, donc il faut trouver le bon équilibre. C'est vrai, mais tu peux prendre l'adrénaline dans le sport et dans le travail et le reste, tu vois. C'est ce que j'essaie de faire, c'est pour ça que je fais plein de sports extrêmes et à côté de ça, j'essaie d'avoir la vie la plus équilibrée possible. Mais je pense vraiment encore une fois que l'état d'esprit change les choses et moi mon père était très violent que ce soit avec moi ou avec des femmes. Moi c'est quelque chose où j'ai toujours vraiment fait très attention et j'ai pas cette attirance là. Mais malgré tout quand t'as vu quelqu'un faire du mal autour de soi, tu veux pas le reproduire et tu veux être sûr de le faire pour les bonnes raisons. Et donc si j'ai un enfant un jour, c'est que j'aurai du temps à lui accorder et j'en ferai ma priorité. Et je sais qu'avec le travail aujourd'hui, c'est compliqué de libérer autant de temps. J'ai pas mal d'amis qui ont des enfants. Et je sais à quel point ils souffrent et je suis encore trop égoïste pour souffrir pour l'enfant. C'est-à-dire que là, je veux d'abord réussir, je veux d'abord sécuriser ma famille, même si ça paraît bizarre puisqu'avec l'argent qu'on a, on pourrait se dire ça suffit, mais je veux vraiment que tout le monde soit très bien et atteindre mes objectifs. Et à 40-45 ans, on verra, je fais des cycles, moi je crois beaucoup aux cycles, donc je vais être beaucoup dans l'intensité pendant 5 ans, après je peux faire une pause de 2 ans et voyager, donc on verra à quoi ressemble le prochain cycle. Intense, mais original, mais intense, marrant. Un autre pôle. Allez, sud. Qu'est-ce que tu dirais au toi-même d'il y a 20 ans? De différentes d'habitude,
que tu n'aurais pas forcément beaucoup mis en avant sur les réseaux ou autres? Ouais, je lui dirais d'essayer de se comprendre avant d'avancer trop vite, parce que quand on est jeune, on veut partir dans tous les sens, alors qu'on nous explique pas assez qui on est. Et donc faire un travail, par exemple, en allant voir le psy, ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve que c'est primordial. Et je pense que tous les jeunes devraient aller voir un psy. Et tu vois, pas que les jeunes d'ailleurs. Ouais, même les vieux, c'est clair. Toute ta vie d'ailleurs. Je continue d'en voir une fois par mois, une fois tous les 2 mois max, et c'est intéressant. Parce que ça te fait travailler sur toi. En plus, la plupart du temps, les bons psychiatres ou psychologues sont cultivés, intelligents, et tu te retrouves à parler de choses qui ont rien à voir, mais au moins, tu vois, ça te fait une discussion qui est sympa. Il arrive toujours à te relier sur ta personne. Donc, arriver à se comprendre et savoir ce qui te passionne, parce que je vois beaucoup trop de jeunes ou même de moins jeunes qui souffrent dans leur métier parce qu'ils aiment pas ce qu'ils font. Et ça, je trouve ça vraiment terrible parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance incroyable de pouvoir faire des trucs qui me font kiffer. Le matin, je me lève, je suis content. Là, je fais un interview avec toi, je suis content. Je le vois pas comme un travail relou. Et ça, c'est incroyable. C'est un peu comme quand t'es dans une relation. J'imagine que t'as eu le cas aussi. Parfois, t'es dans une relation qui se passe bien et tu dis mais pourquoi je me suis imposé d'autres types de relations où c'était dramatique, où rien se passait correctement. Tu dis pourquoi? Et en fait, c'est la même chose avec le business et la vie. Quand t'as trouvé ton équilibre, tu dis putain, j'imaginais pas que ça pouvait être cool comme ça. Et la vie, en fait, peut être belle. Et c'est un message que je veux envoyer à tous ceux qui nous regardent. Même si vous êtes aujourd'hui dans une situation très compliquée, et que tout vous semble perdu d'avance, dites-vous que moi j'étais vraiment aussi dans la galère. Je dormais sous des ponts dans des trucs de wifi là, comment t'appelais ça, les cybercafés pour avoir internet. À l'époque t'avais pas internet partout, et aujourd'hui j'ai à peu près tout ce que je veux. Donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Il y a aussi une notion de chance, mais la chance ça se déclenche, c'est-à-dire que je crois à la chance sur du court terme mais pas sur le long terme. C'est-à-dire que oui, tu peux avoir un coup de chatte ou un coup de malchance sur 2 ans ou 3 ans, mais sur 80 ans, c'est toi qui vas la déclencher. Donc ça va dépendre de toi, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu te découvres, et c'est toujours le même message, découvre qui tu es. Découvre tes problèmes, parce que tu as forcément des problèmes, des fêlures, et découvre aussi tes forces, il faut que tu joues avec les deux. Parce que quand t'es mauvais quelque part, la plupart du temps, c'est que tu peux t'améliorer, donc c'est une chance de devenir une meilleure personne. Et puis t'as aussi un don. Tout le monde a des dons. Il y en a, ça va être parler très facilement. L'autre, il va avoir l'oreille musicale. Quelqu'un va avoir un sens de l'orientation incroyable. D'autres, c'est le sport. Chacun a ses prédilections. Et quand tu les connais, que tu les maîtrises et que tu as ton univers de passion qui est trouvé, à ce moment-là, tu peux éclore, devenir ta meilleure version. Et je pense honnêtement que tout le monde a un potentiel inouï, enfoui, mais que la société nous impose à cacher. Et on nous apprend depuis tout petit à suivre les recommandations du professeur, des parents, de ci, de là. Et on voit d'ailleurs que c'est le conseiller d'orientation, après la 3e, moi c'était quand j'étais petit, ça a peut-être changé, mais qui nous dit toi tu vas faire un bac scientifique et toi tu vas faire un bac je sais pas quoi. Et c'est quand même incroyable parce que ça va déterminer la plupart du temps les 20 prochaines années de ta vie, et on t'a pas posé de questions. En tout cas, moi quand j'étais voir le conseiller d'orientation, il regardait mon bulletin, il voyait mes notes, il me demandait pas ce que j'avais aimé comme matière, il me disait OK, t'as des bonnes notes, allez, bac scientifique. Sauf que moi je détestais les maths et j'ai souffert à faire de la physique chimie et des trucs qui me semblaient absurdes, alors que pour le coup j'aimais la littérature, j'aimais l'économie, et personne n'en a tenu compte. Donc essayez de lutter contre le reste du monde pour imposer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais ça demande beaucoup de courage, beaucoup de confiance, parce que quand on est seul à penser quelque chose et que les autres te disent non, tu dois faire ça, il faut être courageux pour ne pas les écouter. C'est sûr. Un autre pôle. Allez, ouest. L'ouest. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Pas grand-chose, parce que j'ai des bons compléments alimentaires maintenant qui m'aident à la fois pour la journée et pour la nuit. Mais c'est vrai que, comme la plupart des profils sensibles, j'ai tendance à réfléchir beaucoup la nuit. Et donc quand je réfléchis, je dors pas. Donc je me suis mis en place un process, et c'est là que se connaître est très important, parce que tu peux contrebalancer ta génétique. Et d'ailleurs, il y a une étude intéressante qui est sortie il y a pas longtemps qui démontre que plus de 90% de ce qui va se passer dans le reste de ta vie et dans tes dernières années dépendent de ton lifestyle qui a contré ta génétique. C'est-à-dire que même si t'as pas une très bonne génétique, si tu fais 1 heure de sport par jour, que tu manges healthy, tu bois que de l'eau et tu dors bien, tu vas prolonger de 5 à 10 ans ta durée de vie. Versus quelqu'un qui a une super génétique, qui est musclé sans faire de sport, etc. S'il boit de l'alcool et qui prend de la kétamine le week-end, il va mal finir, tu vois, versus. Donc essayez de se comprendre. Et donc j'ai été voir moi des spécialistes pour m'aider à mieux dormir. Donc ils m'ont donné des compléments alimentaires, du GABA, du magnésium, etc. Les trucs classiques.
mais aussi expliquer que je devais absolument couper les écrans une demi-heure à 3/4 d'heure avant d'aller me coucher. J'ai un matelas 8 Sleep qui est incroyable, qui te régule la température avec une intelligence artificielle en fonction de tes mouvements, des capteurs. Donc ça m'englobe, t'as sur le matelas et par-dessus la couette vraiment une fine couche d'eau qui te change en fonction de la température de la pièce, mais aussi des stages où tu es en train de dormir. Tu sais, t'as du deep sleep, t'as du sommeil plus léger, t'as 3 cycles différents, et en fonction du cycle dans lequel tu es, il va intensifier ou pas le froid. Bref, j'ai mis en place un process qui me permet de vraiment avoir une vie équilibrée. Et donc je dors mieux, et j'essaie de pas réfléchir aux sujets qui me perturbent, et je me mets pour le coup l'après-midi, quand j'ai du temps, 1 heure de brainstorm un peu branlette, tu vois, c'est-à-dire que c'est 1 heure où je suis devant mon ordinateur, je peux prendre des notes et je peux aller chercher des sujets qui sont un peu quasi philosophiques, mais qui me permettent d'évacuer les pensées inutiles. Et du coup le soir, quand je suis fatigué, je dors mieux. Ouais, je fais ça parfois aussi. Je me pose dans mon lit, sans téléphone, sans musique ni rien, et c'est là tu vois que ton cerveau il travaille tout seul, et c'est hallucinant. Il faut marcher, et marcher ça aide bien aussi pour ceux qui sont comme ça. Ouais. Tu marches et ça te permet d'évacuer ces pensées, ou tu fais du sport léger en mode cardio, pas trop intense, tu vois, ça sert à rien de se défoncer. Il y a plein de gens qui disent pour avoir des résultats en sport, faut se buter, faut transpirer, faut vomir. Non, ça va si tu veux devenir Monsieur Univers, quoi, tu vois, Schwarzenegger. Mais si tu veux juste être normal comme nous, il suffit aussi de faire 4-5 séances régulières où tu as de la discipline et tu maîtrises tes objectifs pour avoir quelque chose de largement suffisant pour le commun des mortels. Ça c'est sûr. Un autre pôle. Est. Est-ce que tu recrutes pour les compétences ou pour l'énergie aujourd'hui? Les deux. Ce serait cliché de dire que pour les yeux qui brillent, même si ça fait partie de la sélection. Mais je préfère quelqu'un qui est un peu moins fort, mais très motivé et avec des bonnes valeurs, des soft skills puissants, plutôt qu'une bête d'exécution, mais qui pour le coup n'est pas alignée avec nos valeurs de travail et nos valeurs humaines. J'ai beaucoup évolué là-dessus à l'époque de Feed. J'étais vraiment, on va dire, plutôt dans l'intensité, dans le travail, un peu cliché de start-up où on regarde pas les heures, on y va comme des bourrins. Et en réalité, je comprends que plus tu arrives à mettre un cadre, à mettre un process, que ce soit pour toi ou même tes équipes, plus tu arrives à tenir sur le long terme. Et aujourd'hui, on est assez fiers de l'énergie qu'on a mis chez Blast avec Samuel, parce qu'on a une 60aine de personnes dans la team, beaucoup qui travaillent en remote. Donc on a mis en place un process qui nous permet de privilégier la qualité de vie de nos équipes. À 19h, tout le monde a plié le travail. Alors évidemment, parfois tu as des moments un peu plus intenses parce qu'il se passe quelque chose, mais globalement, on a réussi à faire un cadre de travail qui est équilibré, qui est sain, et ça nous permet d'être efficace. Donc vraiment l'objectif c'est de réussir à prendre du plaisir encore une fois, tout en étant intense, mais quelqu'un qui arrive à comprendre notre objectif, qui absorbe la marque, notre plateforme de marque, notre branding bible. Là c'est quelque chose qui nous intéresse, et j'ai la chance d'avoir des personnes qui me suivent moi depuis 10 ans, des stagiaires à l'époque chez Feed qui aujourd'hui sont chez Blast, et c'est toujours une fierté de voir des profils qu'on a aidé à éclore, parce qu'évidemment le mérite leur revient. Mais j'ai l'exemple de Joachim, qui était premier employé chez Feed, qui est aujourd'hui responsable de la team des relations investisseurs chez Blast. C'est un gros salaire de la team. Fanny, qui était au service client, je me souviens à l'arrivée, elle était à 25 000, 26 000 chez Feed. Aujourd'hui, elle est responsable du online, du CRM chez Blast. Et c'est une vraie satisfaction parce que ces deux profils, notamment Fanny, première fois que je l'avais vue, je lui ai dit, toi, t'es intelligente. Tu vas aller beaucoup plus loin que ce que tu penses. Et j'ai cette chance, en tant qu'hypersensible, de détecter le potentiel très rapidement et surtout de voir les gens fiables. Et plus je lui parlais, à chaque fois, quand on faisait des points semestriels, je sentais la puissance. Elle se formait, elle apprenait, elle avait toujours ce petit coup d'avance. Et du coup, j'ai vraiment juste eu à lui donner l'opportunité pour qu'elle puisse faire quelque chose d'incroyable. Et elle me le disait encore la dernière fois, parce que elle était chez moi dans une de mes maisons avec Mélanie, et c'est aussi l'état d'esprit qu'on veut, tu vois. C'est-à-dire que même si c'est des équipes à nous, moi ça me dérange pas du tout de leur prêter ma maison quand je suis pas là, ça me fait kiffer, tu vois, d'aider les gens et de pouvoir renvoyer l'ascenseur. Elle me disait, c'est incroyable de voir d'où je viens avec toi. Elle m'avait fait un petit mot d'ailleurs qui m'a touché, qui était trop sympa. Ça me fait plaisir de voir d'où je viens et où je suis aujourd'hui avec toi. Le chemin parcouru est fou. Et c'est vrai qu'en 10 ans, et c'est quelque chose encore que je veux affirmer à tous ceux qui nous écoutent, c'est que tout peut aller très vite. En 10 ans, ma vie a littéralement changé de dimension. Et donc, c'est possible aussi pour vous, et gardez espoir, même si c'est pas facile et que parfois t'es dans une situation, et je l'ai connu dans les sables mouvants,
plus t'essaies de t'en sortir, plus tu t'enfonces. Parfois, il faut savoir rester calme, concentré, avoir une stratégie et sortir petit à petit des sables mouvants, mais vous pouvez y arriver. Non, puis il y a rien de mieux de construire avec une équipe qui te le rend et où 5 ans, 10 ans après, tu vois l'évolution et c'est incroyable, c'est un peu comme une petite famille en fait. Ouais, exactement, c'est une fierté. C'est une fierté et les gens restent avec toi évidemment parce qu'ils sont bien payés, tu vois, faut pas rentrer dans les trucs bullshit, c'est le sang, le machin. Pour moi, je le vois plus comme une famille, plus qu'une famille, je le vois comme une équipe de sport professionnel, tu vois, où chacun est à sa place. Et c'est ce qu'il raconte là dans le reportage de Netflix de Michael Jordan où il explique que même blessé, quand il y en a un qui est blessé, les autres le savent et vont le compenser, être là pour lui. C'est un peu la même chose. Et donc du coup, tu crées quelque chose qui est tellement fort que très souvent des gens vont essayer de la débaucher. Fanny par exemple, elle rigole, tu vois, et elle nous envoie le mail tout de suite, tu vois, parce que tu peux pas débaucher quelqu'un de loyal. Et moi, autour de moi, j'ai cette chance. Enfin, je sais pas si c'est de la chance, je crois pas trop à la chance, mais typiquement, Mélanie qui est là aussi à côté, c'est la même chose. C'est que personne pourra la débaucher, même si on lui propose 5 fois plus de salaire, elle restera là. Mais parce que aussi je suis quelqu'un de fer et que je vais faire en sorte de la faire monter, lui faire gagner de l'argent, parce que l'objectif c'est que tout le monde puisse avoir une vie correcte, que tout le monde puisse monter à tes côtés, et c'est une satisfaction de savoir qu'on est un petit peu clanique. Alors il y en a qui vont me le reprocher, qui vont dire oui t'es fermé, tu laisses pas rentrer les gens dans ton cercle, etc. Mais malheureusement, plus tu réussis, plus les gens veulent obtenir des choses de toi, et plus ça fausse tes relations, parce que quelqu'un qui te parle, tu sais pas s'il est là pour ce que tu es vraiment, par intérêt, parce qu'il veut lever des fonds, parce qu'il veut de l'argent, parce que tu connais quelqu'un qui est intéressant pour lui. Et donc moi, c'est vrai que en bon autiste de base, j'aime bien rester dans mon périmètre, avec mes très proches, pas avoir de doute sur la loyauté, et je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, je travaille à la maison et ça me suffit. J'imagine. Un autre pôle. Allez, Nord. Est-ce qu'il y a une vérité que tu pensais absolue, mais que tu as dû désapprendre? Oui, je pense qu'on nous apprend beaucoup à être très altruiste depuis qu'on est jeune. On nous explique qu'il faut penser aux autres, qu'il faut se mettre en retrait. Et moi, j'ai dû apprendre que l'égoïsme, c'est ce qui te permettait de réussir. Et je pense qu'il y a des égoïsmes sains qui te permettent de te concentrer sur ta propre réussite pour ensuite renvoyer l'ascenseur. Typiquement, quand tu es dans un avion et qu'il y a une dépressurisation, le réflexe, c'est de tout de suite mettre le masque à oxygène sur la tête de l'enfant. Mais la réalité, c'est que si toi, tu t'évanouis, après, il se retrouve un peu comme un con tout seul à côté. Donc l'objectif, c'est d'abord de te sécuriser, réussir à être dans de bonnes conditions pour porter secours par la suite à d'autres personnes. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis vraiment concentré sur moi et c'est pour ça, tu vois, que je veux pas d'enfant pour le moment, parce que quand je le ferai, c'est que je serai avec mon masque à oxygène, que tout sera bien équilibré et là, je le ferai dans les meilleures conditions. Donc parfois, ayez le courage d'abandonner quasiment les gens autour de vous. Je considère qu'on a tous un sac à dos avec plein de pierres, de cailloux à l'intérieur, et t'as un chemin à parcourir qui est long, qui est sinueux, qui est compliqué. C'est un peu comme quand tu veux aller au sommet de la montagne. Plus tu vas t'approcher du sommet, plus le vent va souffler fort, ça va être difficile, et donc il faut parfois s'arrêter, vider un petit peu son sac pour continuer plus seul et profiter de la vue qui est évidemment magnifique quand tu es en haut de la montagne. Donc s'il y a des gens pathogènes autour de vous, que ce soit même vos proches, parfois les parents, les cousins, les oncles, la copine, le copain, il faut savoir couper, il faut savoir penser à soi, il faut savoir se sauver. Malheureusement, vous êtes seul avec vous-même dans la vie et même les parents, parfois, quand ils sont pas terribles comme les miens, peuvent te laisser, tu vois, sur le bord de la route. Donc, il faut toujours se préparer au pire et être capable de vivre en toute indépendance, et ça vous empêche pas d'être juste avec les gens, mais vous sacrifier pour eux malheureusement ne vous rapportera rien de bon. C'est comme dans une relation, évidemment qu'il y a des périodes où il y a des compromis, qu'il y en a un qui va mieux que l'autre à certains passages, mais globalement il faut pas que ce soit toujours à sens unique, il faut que les deux puissent s'apporter, il faut que les gens qui soient à vos côtés vous poussent vers le haut, vous comprennent et fassent de vous la meilleure version possible. Et je pense que c'est une des missions les plus compliquées d'un être humain, savoir s'entourer, trouver les bonnes personnes, que ce soit dans le perso, mais aussi dans le professionnel. Oui, mais c'est être égoïste dans le bon sens du terme, parce que le collectif, ça reste quand même, enfin, pour moi, hein, le truc le plus puissant. Mais ça veut pas dire ne pas non, le t'éloigner de collectif, gens, c'est la clé, c'est-à-dire que seul tu vas très vite, à plusieurs tu vas très loin, mais pour avoir un bon collectif, il faut que chaque individu soit réussi en tant que tel. C'est-à-dire que si une personne n'est pas bien équilibrée et n'est pas sur ses repères, elle pourra pas apporter au groupe. Il faut que la personne soit heureuse. Typiquement, si tu es dans un couple et que toi tu fais que te sacrifier parce que tu vis dans une ville que tu détestes, t'as dû arrêter un métier qui te passionnait, t'as pas le temps de faire tes passions, tu vois pas tes amis parce que ton mari ou ta femme, elle est dans une période de succès incroyable, tu peux le faire pendant 1 an, 2 ans.
Mais si pendant 5 ans tu fais ça et que t'es malheureuse en dépression, à un moment ça va nuire à ton couple et donc au collectif. Et donc le collectif doit être capable de toujours prendre le pouls de ce qui se passe pour même parfois juste changer de position. Il y a des personnes dans l'équipe à un moment qui sont lassées d'un job parce que leur fiche de poste, bon, ça les ennuie. Maintenant ils la maîtrisent, ils sont très bons. Et juste en parlant avec eux parce qu'ils sont honnêtes, transparents et qu'ils vont le partager, donc c'est pour ça que tu as besoin de créer du lien, tu dis ok, pas de souci, t'en as marre d'être à l'opérationnel, on va te mettre un peu au marketing. Et au marketing, ça lui redonne une nouvelle passion. Donc, être dans l'écoute, l'échange, le partage, c'est effectivement quelque chose de primordial. Allez, une petite dernière, une autre direction. Allez, le nord, où on va. Allez, je fais des exceptions, parce que normalement, on n'enchaîne pas. Mais du coup, je vais changer c'était nord là encore? Bah, fais sud alors, fais sud. Celle que tu préfères, vas-y. Ah, c'est une bonne question. T'as plus appris de tes erreurs ou de tes complexes? De mes complexes en tant qu'humain? Ouais. Ne me dis pas que t'as pas de complexe parce que là, si, j'en ai plein. Ouais. Attends, tu rigoles. Je suis névrosé complètement. Non, je pense vraiment c'est dur parce que les deux sont tellement importants. C'est-à-dire que moi je suis fait d'ambiguïté et de contradiction. Et je pense que la plupart des humains qui réussissent le sont. C'est-à-dire que je suis à la fois très confiant, c'est-à-dire que je peux prendre la parole devant 5000 personnes et être très à l'aise. Et tu viens me parler dans la rue à un moment où quelqu'un que je connais pas, je vais être mal à l'aise, ou je vais arriver dans une soirée où les gens me regardent, il y en a un qui va me parler. Donc je suis toujours un peu dans les deux. Je peux être très mature dans des sujets de business et très immature. En amour, je suis très retardé. Tu vois, c'est-à-dire que dans mes relations, je suis vraiment retardé. Je suis encore comme un adolescent parce que j'ai sauté la période 17-30 ans, on va dire. C'était une période où j'aurais dû rencontrer plein de monde, faire la fête, m'amuser. Et je suis directement devenu adulte. Et donc, dans mes relations, je vais avoir quasiment des comportements adolescents sur lesquels j'essaie de travailler. Et il y a plein de choses comme ça qui font que je suis très intelligent sur certains sujets, très bête sur d'autres. Et j'aime bien voir cette dualité parce que l'humain est un animal complexe et savoir comprendre tes faiblesses mais aussi tes forces, comprendre ce qui t'a fait souffrir, pourquoi tu réagis de telle ou telle manière, je trouve ça fondamental. C'est-à-dire que à un moment moi j'avais beaucoup de haine et je l'ai toujours mais je l'ai canalisé et donc en fait parfois je comprenais pas pourquoi je surréagissais. Tu vois, je surréagissais pour des trucs pourris, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que dans la rue, quelqu'un me klaxonnait, je pouvais péter un câble sans raison. Et donc, le fait de travailler sur pourquoi j'ai accumulé cette violence, d'où elle vient, comment je peux la combattre, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être beaucoup plus tempéré. Mais pour ça, il faut aussi être entouré des bonnes personnes qui vont te regarder et qui vont voir plus loin que le masque que tu renvoies. Et typiquement, je fais partie de ce genre de profil. Quand tu le regardes sur les réseaux sociaux, je peux comprendre que certains te disent putain, ça a l'air d'être un petit con, hyper prétentieux, parce que tu vas pas voir derrière. Mais il y a des gens, et c'est marrant, notamment avec les femmes, quand je rencontre une nouvelle copine, il y a celles qui voient le cliché et qui voient pas plus loin, qui se disent ok, c'est le connard de base, hop, et t'es catalogué. Et puis l'autre qui va se dire ok, j'ai compris en fait, tout ça c'est de la création du masque et compagnie. Et elles arrivent à te lire en fait. Et il faut trouver des gens qui soient capables de te lire, de t'analyser, de te comprendre et de t'aider à t'ouvrir, tu vois, pour ouvrir la carapace. Donc évidemment les complexes, il faut les maîtriser et il faut les embrasser. C'est-à-dire que ça sert à rien de lutter contre, tu vois, parce que tu es créé comme ça et ton enfance, quand tu as vécu 20 ans avec un certain pattern, tu peux pas le changer du jour au lendemain. Donc ça fait partie de ton histoire et tu dois vivre avec. Mais en même temps, tes échecs, qui sont souvent liés d'ailleurs à ces mêmes complexes, te permettent de devenir une meilleure version. Et je crois vraiment que les échecs sont primordiaux et c'est pour ça qu'il faut les aimer, les embrasser. Alors qu'en France, on nous apprend que l'échec est terrible. À l'époque, tu plantais ta boîte, tu pouvais même plus en créer une autre, les banques te fichaient. Alors que normalement, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a échoué 10 fois et qui la 11e fois va réussir. Tu as besoin d'avoir raison une seule fois pour être un très grand entrepreneur. Donc n'ayez pas peur de l'échec, osez, faites des choses et on apprend par l'échec, pas par la réussite. Quand tu réussis quelque chose, les ingrédients qui t'ont mené à cette réussite ne sont pas reproductibles. C'est-à-dire que tu refais exactement la même chose qui a fait le succès de Blast, je le refais l'année prochaine, ça ne marche pas. Parce que les temps ont changé, parce que la technologie a évolué. Alors que par contre, si tu refais exactement ce qui t'a amené à l'échec, là c'est reproductible. Si t'as mal recruté, que t'as pas assez travaillé, que t'as fait de la merde, tu reproduis la même recette, t'es sûr d'échouer à nouveau. Donc t'apprends beaucoup plus par tes échecs, parce que si tu les refais, tu vas te reprendre une gamelle.
Donc vraiment, les échecs, moi je les adore, et je sais que l'échec est toujours là, tapis dans un coin de la pièce, en train de me regarder, et qu'il attend mon moindre faux pas. J'en ferai d'autres parce que c'est humain et je suis encore jeune, mais il faut pas avoir peur de ce que vont dire les gens, penser les gens. Moi je me fais critiquer à longueur de journée à Paris, et vraiment ça me fait ni chaud ni froid, parce que ce qui me fait kiffer, c'est que je puisse prendre soin de ma famille, de mes proches, essayer de leur faire la plus belle vie, et que je sais pas qui du fonds d'investissement parisien qui a plus un euro, qui a un fin de race, viennent me critiquer, ça me fait vraiment ni chaud ni froid. Oui, quand ça touche pas à l'émotionnel de gens que t'apprécies. Exactement. Le pire, c'est de s'en prendre à un proche à toi, évidemment. Là, je suis d'accord. Où là, ça devient dangereux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu viens de la rue, comme moi, t'as pas les mêmes peurs. Et c'est pour ça que c'est très simple pour moi de gagner face à l'écosystème parisien, parce que la plupart sont faibles, on grandit dans les meilleures conditions, et donc du coup, quand il y a un conflit, ils ont une grande bouche derrière un écran et sur un clavier, mais quand c'est dans la vraie vie, il y a plus personne qui parle. C'est-à-dire que le nombre de fois où je sais que des gens m'ont critiqué, m'ont taillé, ou ont même écrit des commentaires sur moi, sur les réseaux, et quand ils me voient, ils me disent « Ah bravo Anthony, c'est exceptionnel ce que tu fais, je suis un grand fan », mais je te jure, tu te tapes des barres. Nous, on tient une liste des gens qu'on met dans la blacklist. On a une liste assez précise. J'ai mis en place un process parce que j'aime savoir qui est qui. Et vraiment, on se tape des barres. Les gens sont tellement hypocrites et tellement lâches que vraiment, on en rigole avec la team. Et il faut pas perdre d'énergie, pas perdre de temps. Ce qui est bien, c'est que quand tu viens de la rue, t'as peur de personne. Tu fais ce que t'as à faire. Tu protèges les tiens. Et s'il y a des problèmes à régler, on les réglera. C'est juste une autre manière de faire. C'est un monde différent du tien. Donc ils comprennent pas, donc forcément ça leur fait peur. Ouais, et c'est marrant parce que tu vois, aux États-Unis, notamment avec Y Combinator, les gens nous demandent comment on a fait. Ils nous disent, mais attends, la communauté, comment tu l'as créée? Ça m'intéresse parce qu'ils veulent l'utiliser pour leur boîte. Et je te promets qu'à chaque fois qu'on fait les pitchs, ils me demandent quasiment tous, mais attends, mais comment ça a été possible, etc. En France, au lieu d'essayer de comprendre, les gens disent, ouais, mais c'est sûrement un Ponzi, c'est un scam, ça peut pas marcher, etc. À aucun moment on m'a posé des questions, et parfois je rencontre des investisseurs qui sont censés être intelligents et compagnie, et ils me sortent des poncifs sur Blast, ils me disent oui mais Anthony là on est entre nous, et ils disent un truc qui a rien à voir, qui est complètement faux, ils ont même pas essayé de comprendre comment ça fonctionnait, et tu lui expliques par A plus B, il est là, ah oui d'accord, ah bah je savais pas. Je dis oui mais alors pourquoi tu portes un jugement si tu maîtrises pas, tu vois, c'est comme si moi je critique ta boîte, je dis ah le crayon machin, alors que je ne sais pas comment ça fonctionne. Et c'est incroyable de voir à quel point en France, on a la peur de la nouveauté, et c'est incroyable parce que c'est très représentatif de l'état d'esprit de la France au global. La moyenne de durée de vie des boîtes du CAC 40, c'est 130 ans. Alors qu'aux US, au Nasdaq, S&P 500 et compagnie, c'est 18-19 ans. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement dans l'innovation aux US qui est incroyable. Les boîtes doivent se réinventer. Si elles sont pas capables de se réinventer, elles sont bouffées par les nouvelles. Alors qu'en France, on va protéger les fortunes établies et faire en sorte qu'elles ne meurent jamais. Mais ça prive l'innovation et ça empêche les jeunes pousses de réussir. Et donc c'est la raison pour laquelle, vu que l'innovation ne prime pas sur l'héritage, nous on va gérer des musées en France, quand aux États-Unis ils envoient des fusées. Et donc nous, super, on a plein de musées à Paris. C'est incroyable. Plus personne sait comment les financer, donc c'est évidemment les riches qui les reprennent et qui scrollent le patrimoine français. Et aux États-Unis, ils font de l'innovation. Et Blast, je t'assure que c'est frappant à quel point on se fait insulter en France, critiquer par des gens qui disent n'importe quoi, alors qu'aux États-Unis, les gens prennent des notes pour savoir comment on a fait. Donc il y a vraiment la jalousie d'un côté, alors qu'eux-mêmes ont essayé de le faire parce que la plupart des fonds ont essayé de faire du retail et ont échoué. Versus les US, on dit bravo les mecs, champions. Et c'est pas du bashing français, quoi, tu vois. C'est une réalité que je vis au quotidien. Donc la jeunesse, ne soyez pas comme ça. Inspirez-vous de ceux qui ont réussi. Moi, j'applaudis tous ceux qui font mieux que moi, tous ceux qui ont réussi quelque chose. J'ai jamais mis un seul commentaire rageux sur Internet. Vous pouvez screener de partout. Et vu le nombre de personnes qui nous écoutent, ils trouveront si j'ai mis un truc. Je n'ai jamais mis un avis, une étoile, ou je n'ai jamais mis un truc méchant. Parce qu'en fait, ça n'apporte rien. Par contre, quand il y a des gens qui réussissent, je suis le premier à applaudir. Et même si c'est quelqu'un qui est un concurrent, même si c'est quelqu'un qui est dans mon domaine, je dis putain, bravo, chapeau, ça, il a été bon, il a été meilleur que moi. Et c'est comme ça que tu t'améliores. Il y a un entrepreneur qui m'a dit un jour un truc que j'avais trouvé brillant, c'est ça ne te coûte rien d'apporter de la force ou d'apporter un like sur les réseaux sociaux à quelqu'un, alors que la personne, ça lui apporte énormément. Exactement. C'est tellement vrai. Et c'est une image qui est très parlante. Je l'avais mis en post aussi, c'est une bougie qui allume une autre bougie et qui dit en fait, partager ta flamme ne te coupe pas la tienne. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux partager ta flamme, ça allume plein de bougies, et c'est pas pour autant que toi tu t'es éteint. C'est exactement la même chose. Donne un peu de soutien, donne un peu d'amour, et il y a pas de raison, tu vois, que ça te nuise. Donc, essaie pas d'éteindre la bougie des autres, et c'est plutôt d'apporter la lumière sur ton projet plutôt que l'ombre sur celui des autres. Parce qu'en réalité, tu vois, il y a de la place pour tout le monde, le marché est grand, et nous, on représente aucun danger pour les fonds d'investissement classiques d'investissement. Donc, je vois même pas
pourquoi ils perdent du temps ou de l'influx nerveux à nous critiquer. Ça, c'est sûr. Dernier petit truc, était le premier avec qui on le fait en direct comme ça, on n'en a jamais encore parlé publiquement, tu vois, pour te dire, ça va prendre même pas 5 minutes. C'est un test de personnalité sur le personal branding qu'on a codé pendant l'été, un peu au test MBTI, je sais pas si tu vois ce que c'est, sauf que là, ça c'est sous forme de personal branding. Je connais déjà ta personnalité d'avance parce que le test est très bien fait, mais ça me ferait très marrer que tu le fasses, ça prend même pas 5 minutes. Allez, vas-y, c'est parti. Bon, ça y est. T'as quoi? C'est étonnant. Grande gueule, majeur, et leader de communauté, mineur. Ce que j'ai écrit. Ouais. J'en étais sûre. Donc la grande gueule, leader de communauté, bah, c'est assez oui. précis. Hein. C'est normal. En gros, il y a 4 pôles. C'est l'expert, le grande gueule, l'explorateur et le leader de communauté. Et t'es grande gueule et en même temps t'es leader de communauté. Ouais, c'est bien fait. Bah, effectivement, le test marche bien. Voilà. Bien joué. Trop cool. Bah écoute, merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir reçu. Cool. Et puis, force pour la suite. Merci à toi aussi. À très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première d'une longue série d'invités exceptionnels qui ne vont pas tarder à arriver. C'est le premier d'une longue série, donc j'espère que la vidéo vous a plu, mais c'est avec grand plaisir que je prends tous vos retours en commentaire. Et puis si vous voulez liker et puis vous abonner pour soutenir et suivre tous les prochains invités, c'est avec grand plaisir. À très bientôt.